Pour démarrer, est-ce que Antoine, tout d'abord, tu peux te présenter? Tout à fait. Donc bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ici. Donc je suis Antoine Seufel. Je suis en charge du programme Tech for Business et Open Finance au sein du groupe BPCE. Merci beaucoup. Alors, pour démarrer, donc, est-ce que tu peux nous donner ta vision du marché, des perspectives de l'Open Finance et quels sont les principaux changements que tu as pu observer dans le secteur bancaire? Oui, merci. Donc, alors effectivement, avant de parler d'Open Finance, on peut peut-être reparler un peu quand même d'Open Banking puisque c'est la base et que tout est parti d'une contrainte réglementaire donc en 2018 où les réglementations européennes ont un petit peu imposé aux banques de partager leurs données de clients, donc uniquement sur les paiements. Et donc, finalement, les banques ont tourné cette contrainte réglementaire en opportunité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les banques proposent elles-mêmes des services d'agrégation de comptes donc, qui vous permettent d'agréger tous vos comptes sur la même interface d'application mobile ou sur le web banking et qui permettent aussi d'aller faire de l'initiation de paiement au sein de toutes les autres banques, donc toujours sur la même application mobile ou web banking. Et donc, en fait, ça a été un gros game changer pour la banque, ce mouvement d'open banking. Et je dirais, pour schématiser, il y a eu 4 étapes. La première étape, ça a été vraiment de se dire que l'API, c'était pas qu'un connecteur technique, mais c'était un produit à part entière. C'était un produit digital qui porte sa propre offre, qui porte son business model, qui porte son fonctionnement, qui porte donc sa monétisation, et donc un produit à marketer. Et donc, tout ça a fait que finalement, il y a eu une APIisation assez importante au sein des banques pour libérer la donnée, pour exposer de la donnée golden source, pour que les applications se parlent entre elles, pour apaiser les référentiels, les applications stratégiques, etc. Et au fur et à mesure, en fait, on a vu apparaître des portails API internes avec les catalogues d'API internes pour que chaque service puisse aller consommer les API des autres départements dans la société. Et au fur et à mesure, il y a eu des travaux de design d'API pour que ces API internes, eh bien, elles soient externalisées. Et ça, c'est le mouvement d'après, c'est-à-dire que en fait, il y a eu une vraie volonté des banques de pouvoir exposer ces API en externe et donc de les monétiser. Et là, il y a eu voilà, des portails Open API qui ont vu le jour chez certaines banques avec donc tout un catalogue d'API qui est disponible donc, pour le grand public. Et en fait, la dernière phase de cette évolution, ça a été que finalement, les banques se sont aperçues qu'elles étaient dans un écosystème et qu'on ne pouvait plus faire sa stratégie tout seul. Et donc, on était obligé quelque part de s'appuyer sur des partenaires, et donc des partenaires qui soient distributeurs ou fournisseurs, sur d'être mieux connectés aux clients pour être plus transparent, pour lui laisser donc tout, en fait, pour lui montrer toute le suivi des opérations qui sont réalisées en interne. Et donc, dans un monde de plus en plus ouvert et digital, la banque doit être interconnectée à tous ces acteurs de l'écosystème. Et tout ça, ça se fait donc en API. Et donc, il y a deux modèles en fait, qui ont vu le jour. Il y a le modèle de banque as a service, où finalement la banque expose ses API et donc les API sont intégrés dans les parcours clients de nouveaux distributeurs qui eux-mêmes donc proposent ces produits à leurs clients. Et on a le mouvement inverse qui est la banque as a platform, c'est-à-dire que les banques vont aller chercher de l'innovation à l'extérieur, elles vont s'appuyer sur des acteurs extérieurs pour consommer leurs API, les intégrer en interne au sein des parcours clients de la banque pour enrichir les offres. Et donc tout ça, ça nécessite aussi d'être APIisé pour que ce service à valeur ajoutée du tiers soit bien intégré dans les parcours clients et que le client il reste dans l'environnement de la banque tout en consommant ces services à valeur ajoutée. Merci beaucoup pour ce rappel historique. Donc effectivement, l'open banking n'est pas un sujet nouveau. Pour autant, lorsqu'on a préparé cet échange, tu m'as dit que 2024 était un moment charnière en fait pour l'accélération de l'open banking et qu'il y aurait notamment un alignement des planètes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, les années à venir là, vont être vraiment décisives pour l'open banking
parce qu'il va y avoir des évolutions réglementaires qui vont apporter des nouveaux usages et donc qui vont certainement accélérer l'usage de l'open banking. Dans un ordre chronologique, la première évolution, ça va être la généralisation de l'instant payment en Europe, puisqu'il y a le règlement sur les virements instantanés qui a été adopté il y a 2 mois par les instances européennes et qui vont donc obliger toutes les banques et les PSP en Europe à donc fournir des outils de virement instantané qui vont permettre donc de faire du compte-à-compte avec des crédits instantanés en moins de 10 secondes, alors qu'avant on était plutôt sur 20 secondes. Et ça va arriver assez vite parce qu'en réception, ça va arriver en janvier 2025 et en émission, ça va arriver en octobre 2025. Avec aussi l'obligation de vérifier le bénéficiaire et la concordance avec l'IBAN. Donc ça, c'est la Verification of Payee. Donc tout ça, soit en amont de la transaction, soit voilà, en temps réel. Et évidemment, tout ça, ça va accélérer l'usage du compte-à-compte open banking instantané en Europe. Et ça va aussi accélérer toutes les autres opérations qui pourront être en temps réel, donc notamment le financement, le scoring, etc. Après, la deuxième évolution, c'est au niveau de la facturation électronique. Là, ça va arriver juste après, c'est-à-dire qu'en septembre 2026, ça arrive pour les grandes entreprises et les ETI, en septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Et là, c'est pareil, qui dit facture, dit règlement et réconciliation. Et donc, toute l'infrastructure qui avait été mise en place va reposer sur ce système de paiement compte-à-compte open banking pour régler les factures en instantané. Et donc, on voit bien tout l'enjeu qu'il y a pour les banques et les acteurs de proposer ces API de paiement aux nouveaux acteurs, donc les PDP, par exemple, les plateformes de dématérialisation partenaires, les éditeurs, les logiciels de trésorerie, etc. Donc ça aussi, ça va être un cas d'usage très concret où on va utiliser du virement open banking. Et la troisième évolution, et la dernière, c'est en fait la DSP3 et RSP, donc la troisième directive sur les services de paiement et le règlement sur les services de paiement. Et là, en fait, ça va venir pallier toutes les défaillances applicatives de la DSP2 et notamment le fait que les API des banques aujourd'hui ne sont pas tout à fait aussi performantes qu'elles le devraient. Et donc, en fait, RSP, qui est un règlement d'application directe, va en fait donner plus de pouvoir aux régulateurs pour vérifier la performance des API, la qualité des API avec des critères précis. Aujourd'hui, tout ce qui est agrégation de comptes, il y a des très bons résultats avec les banques. Par contre, initiation de paiement, là, c'est plus compliqué. Et voilà, il y a certaines fintechs aussi qui s'en plaignent. Donc, en fait, la DSP3 devrait vraiment favoriser une meilleure coopération entre les banques et les fintechs qui utilisent donc les API des banques. Merci beaucoup. Donc on voit bien de cette naissance à l'accélération. Troisième étape, c'est élargissement de l'open banking, cette fois à l'open finance. Donc tu as évoqué différentes dates, 2024, 2025, 2026. Donc ça sera sans doute l'étape suivante et donc l'ouverture à des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs. Tu avais cité l'assurance comme étant l'une des options. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont typiquement les secteurs potentiellement impactés? Quelles vont être les transformations à prendre en compte au niveau de ces différents secteurs? L'assurance, entre autres, mais il y en aura certainement d'autres que tu pourras nous citer. Et puis enfin, si tu as déjà des cas d'usage concrets à nous proposer, eh bien, on serait ravis de les écouter. Ok, alors pareil, en fait, souvent l'innovation, elle vient de la pression réglementaire et finalement les autorités européennes sont très prolifiques, surtout en ce moment, sur les textes de loi, de directives, de règlements. Et là, c'est la Commission européenne qui souhaite créer un marché unique des données financières en Europe. Et donc, c'est un texte qui a été publié en juin 2023 et qui vise à mettre en place donc, ce cadre unique pour les données financières. Et donc, on vient étendre l'obligation de partage des données non plus qu'au paiement avec la DSP2, mais à tout le secteur financier. Et le secteur financier a une acception très large, puisque ça va concerner l'épargne, l'investissement, le financement, l'assurance,
la retraite, ça va concerner aussi, par exemple, les scores de solvabilité des entreprises, ça va concerner les notes d'appétence au risque sur les marchés financiers des clients avec MiFID. Donc on voit que c'est vraiment très très large. Et donc la Commission européenne voudrait qu'on crée des schemes par catégorie de données. En fait, ce qui est intéressant là dans FIDA, c'est qu'on prévoit quelque part enfin une compensation pécuniaire des data holders, c'est-à-dire ceux qui fournissent la donnée, donc les banques. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. Par contre, ça ne va pas peut-être assez loin, parce que là, on parle d'une compensation qui va être mesurée et qui ne va pas couvrir tous les coûts. Alors que le Data Act, dans son article 9.1, parle du fait que la data elle est rémunérée à la hauteur de ce que ça a coûté et que dans certains cas, elle peut même inclure une marge. Donc on voit que voilà, y a des disparités entre les textes. Mais en tout cas, l'Open Finance va apporter des nouveaux cas d'usage. Alors sur l'agrégation, évidemment, ça va être énorme puisque on va pouvoir avoir l'état patrimonial, l'état financier, l'état de solvabilité globale des clients avec tout le passif et l'actif, donc les assurances vie, les PEA, les crédits immobiliers, les crédits conso, enfin tout ce qu'on peut imaginer puisque la liste elle est hyper large et ça va même jusqu'à l'assurance non-vie, donc tout ce qui est IARD aussi. Donc ça veut dire que tous les acteurs doivent se préparer, comme nous on l'a fait en 2018, à ouvrir toutes ces données en API puisque ça arrivera vraisemblablement en 2027 si le texte est voté par le Parlement européen en 2025. Et donc, ça, c'est les cas d'usage plutôt sur les données, mais il y a aussi tout ce qui est service. Et c'est là où c'est important de faire la distinction entre FIDA et l'Open Finance, parce que FIDA, c'est que les données. L'Open Finance, c'est plus large, ça inclut aussi les services, comme l'initiation de paiement de la DSP2. Et donc l'idée, et donc là, c'est pas géré par le réglementaire, c'est géré sur la base du volontariat des acteurs qui veulent bien le faire. Il y a déjà des acteurs qui ont commencé à le faire sur la base contractuelle, et donc c'est d'ouvrir la possibilité de faire des ordres à la banque dans d'autres outils. Donc par exemple dans les outils quotidiens des clients, ça peut être les ERP, ça peut être les logiciels de trésorerie, où en fait on pourrait imaginer que depuis ces outils quotidiens, les entreprises vont passer leurs paiements, vont passer leurs ordres de change, vont passer leurs ordres de placement d'excédents de trésorerie, vont pouvoir passer leurs opérations de crédit documentaire, etc. etc. Et donc, d'où l'opportunité de se créer un écosystème et d'être intégré. Donc, c'est ce qu'on appelle l'embedded finance. Et l'embedded finance prend tout son sens parce qu'on ne parle plus uniquement de paiement, mais on parle de finance embarquée, d'assurance embarquée, même de KYC embarqué. Donc on voit que en fait, le champ d'application est assez énorme. Merci beaucoup. Tu as cité à de très très nombreuses reprises le terme de data, de données. Et donc si on veut faire le lien avec notamment ce qui a été évoqué ce matin, quand on pense données, on pense intelligence artificielle. De ton point de vue, quel apport concret pourrait avoir l'IA par rapport à toutes ces évolutions Open Banking, Open Finance que tu as évoquées ? Alors peut-être en introduction, juste de dire qu'on n'en est qu'au début de l'ouverture des données. Donc on a parlé de l'open banking, donc c'est que les paiements. L'open finance, c'est tout le secteur financier. Et encore au-dessus, il y a un autre cercle qui est l'open data. Et l'open data, c'est aussi une volonté de la Commission européenne ouvrir et de créer un marché unique des données en Europe, multisectoriel, donc sur pas mal de secteurs stratégiques. Donc il y a la finance, il y a l'administration publique, il y a la santé, il y a le transport, il y a l'éducation. Donc c'est une liste assez énorme. Et donc tout ça va faire qu'il va y avoir une explosion des données. Et l'IA, effectivement, elle va être présente pour analyser ces données et en faire sortir évidemment de la valeur. Le premier cas d'usage, ça existe déjà, c'est tous les algorithmes de machine learning ou deep learning qui vont analyser les comptes, les relevés de comptes, les situations des clients et faire du scoring en temps réel pour, par exemple, faire du financement en temps réel, etc. Ensuite, il y a l'IA générative qui va permettre d'avoir une interaction avec cette donnée, donc notamment pour faire des conseillers augmentés, par exemple, pour remplir automatiquement des procédures d'onboarding, de KYC, pour remplir des dossiers de financement, de crédit, etc.
l'étape d'après, ça pourrait être, une fois qu'on est sûr de la véracité de cette intelligence artificielle, l'ouvrir au client. Comme ça, le client il a directement sa réponse. Et l'ultime étape, ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est que comme l'IA générative peut prendre en fait en compte des actions et qu'au préalable, donc on a toutes ces API qui sont sur des portails Open API, donc accessibles partout, eh bien, les API, elles pourraient prendre en charge des actions, donc changer un RIB, déclencher un virement quand les conditions sont réunies. Donc voilà, on voit que ça peut aller très loin et que, en conclusion, en fait, je dirais que la conjonction des API, de l'Open Finance, avec l'Open Data et de l'intelligence artificielle générative, va être vraiment très intéressant dans les années qui vont venir, avec énormément de cas d'usage business, énormément de valeur pour les acteurs de l'écosystème et pour les clients, bien sûr, avec tout ce qu'on a dit avant sur l'expérience client, etc. Merci beaucoup. Donc, on verra certainement encore plusieurs fois l'Open Banking et l'Open Finance au programme d'InBank ces prochaines années. J'espère. Merci. Merci à vous deux. Je sais que Antoine avait beaucoup